24 heures, j'ai passé 24 heures avec la nouvelle Mégane électrique, une voiture d'essai qui m'a été prêtée par mon concessionnaire. Et je pense que ça va être assez intéressant comme retour. D'une part parce que c'est une configuration que les journalistes n'ont pas essayée, à laquelle il manque quelques options, je vais y revenir. Et d'autre part parce que vous m'avez posé beaucoup de questions concernant la voiture et j'en suis vraiment très content, je vous remercie pour ça. Je pensais pas que vous seriez aussi curieux. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible tout en étant concis par rapport à tout ce qui tourne autour de cette voiture. Alors la voiture que j'ai essayée, c'est une Mégane E-Tech électrique de 60 kWh, supercharge avec la charge rapide combo CCS mais sans la recharge courant alternatif triphasé à 22 kW. C'est une voiture qui était noire avec l'option Biton avec le toit gris schiste qui était vraiment plutôt joli. Je suis pas trop voiture noire d'habitude mais là franchement ça allait bien. Une finition techno, donc la finition entre guillemets milieu de gamme qui a déjà pas mal d'équipements au niveau esthétique avec les vitres surteintées, l'entourage latéral des vitres chromées, les jantes aluminium 20 pouces immenses que tout le monde adore. C'est un modèle qui avait toutes les aides à la conduite optionnelles, donc, par exemple avec la caméra 360, le rétroviseur caméra, je vais y revenir. Il y avait tout, le régulateur de vitesse adaptatif, ça c'était important parce que je voulais tester cet équipement. Mais c'est un modèle qui n'avait pas la pompe à chaleur. Et ça a vraiment de l'importance. Et à mon avis, c'est vraiment une très très grosse mesquinerie de la part de Renault. Renault a vraiment été mesquin sur cette Mégane électrique, puisque la version de base, en version petite batterie 40 kWh, était initialement proposée uniquement avec un chargeur embarqué en courant alternatif, monophasé 7 kW, sans possibilité d'avoir de charge en courant continu avec un port combo CCS. C'est vraiment dans un second temps qu'ils ont sorti la version Optimum Charge avec le CCS à 85 kW maximum. Et aujourd'hui, si vous allez sur le configurateur, vous vous rendrez compte que la version sans CCS n'existe plus. Et vous aurez ce qui aurait dû être proposé depuis le début, une charge en courant alternatif et une charge en courant continu. Ce qui est bien normal lorsqu'on sort une voiture électrique polyvalente à plus de 35 000 € en 2022. Alors quelques informations techniques pour répondre à quelques-unes de vos questions. Tout d'abord, sachez que la Mégane peut tracter, on peut l'équiper d'un attelage et elle peut tracter jusqu'à 900 kg en remorque freinée. Vous n'allez pas trimballer des grosses caravanes Airstream avec, mais bon, c'est déjà pas mal. Petit à petit, les constructeurs se rendent compte qu'une voiture, c'est pas juste pour faire joli dans un garage et que beaucoup de clients ont besoin de tracter des petites remorques de temps en temps. Même si c'est pour quelques petits travaux de la maison ou du jardin, c'est toujours pratique de pouvoir équiper un attelage. D'autres voitures électriques ou hybrides ont longtemps été handicapées par l'indisponibilité de pouvoir les équiper d'un attelage. Donc ça, c'est un bon point. Alors je crois qu'on va poser la question aussi par rapport aux pneus qui équipent cette voiture. Si vous allez sur le configurateur, sur la dernière page, vous pourrez avoir les étiquettes pneus avec les références précises les concernant. C'est quasiment que du Goodyear que vous aurez, que ce soit en pneus été ou en pneu toute saison. Le pneu toute saison qui est un Goodyear Vector 4 saisons. Un bon pneu mais dont la conception commence déjà à remonter un petit peu. Je serais curieux de voir quelle autonomie j'aurai avec ces pneus, avec la voiture que j'aurai une fois qu'elle sera livrée. Et si jamais vous prenez une version équilibre ou évolution ER avec les jantes 18 pouces en pneus été, vous pourrez avoir aussi du Michelin ou du Continental. Pour le reste, c'est que du Goodyear. Et enfin, une information concernant l'éclairage, les phares. Contrairement à ce qui se fait de plus en plus dans la catégorie et à ce niveau de prix, les phares de la Renault Mégane ne sont pas Matrix. Les phares Matrix, c'est quoi? C'est un système qui vous permet de garder les pleins phares en permanence sur route et vous allez avoir un découpage très précis du faisceau lumineux autour des voitures que vous croisez. Donc vous allez pouvoir rester en plein phare sans jamais éblouir les autres conducteurs. Sur la Mégane, vous avez juste un système directionnel et adaptatif avec feu de route automatique. Mais vous ne pourrez pas rester en plein phare en permanence sans éblouir les autres conducteurs. J'ai lu dans certains articles que les phares Matrix étaient encore rares. Je suis pas spécialement d'accord, puisque toutes les dernières Stellantis en sont équipées. Les Volkswagen ID3 et Golf en sont équipés aussi, en option bien sûr. Je pense que Renault, sur un modèle pareil, aurait pu sortir des phares Matrix. Mais bon, peut-être que ça arrivera au cours de la vie du modèle. Je sais pas à quand remonte la conception de cette Mégane, mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était pas spécialement évident de se fournir avec ce type de technologie. Quelques remarques maintenant concernant l'intérieur de la voiture. Tout d'abord à l'avant, à commencer par la position de conduite. Alors c'est très particulier comme position de conduite.
J'ai pas spécialement réussi à trouver quelque chose d'optimal. Je pense qu'il faudra vraiment que je la conduise sur plus longtemps pour trouver qu'est-ce qui me convient le mieux. Puisqu'on a quand même l'effet électrique avec une batterie qui mange pas mal d'espace dans le plancher. Et cet espace n'est pas récupéré sur la hauteur de la voiture. Finalement, vous avez une hauteur habitable qui est assez faible. Solution de facilité, c'est de mettre le siège tout en bas et tout reculer pour pouvoir conduire. Mais je suis pas sûr que ce soit la position la plus confortable à long terme. Que je vais voir s'il y a moyen, peut-être en avançant et en rehaussant un peu le siège, avoir quelque chose d'un peu plus adapté, mais ça va prendre un peu de temps. Bon, même si j'ai pas trouvé la position de conduite idéale initialement, j'ai réussi à trouver une position qui m'allait très très bien pour mon essai. Donc je suppose que vous n'aurez pas trop de peine à trouver une position qui vous convient bien. Mais sachez qu'au niveau amplitude de réglage, vous n'aurez pas quelque chose d'aussi facile à régler et à configurer que dans une voiture thermique. Un mot concernant la visibilité. Alors la visibilité à l'avant de la voiture est pas trop mal. Je craignais les gros rétros et les gros montants de pare-brise. Je craignais que ça gêne, mais ça va. Dans la position de conduite que j'ai trouvée, j'ai réussi à avoir un angle de vue qui est pas trop mal et qui ne cause pas trop d'angle mort. Quelque chose que j'ai remarqué par contre concernant la visibilité, c'est au niveau de l'écran qui fait office de compteur derrière le volant. C'est un écran qui fait 12,3 pouces, donc qui est vraiment immense. Et le volant a beau être un petit peu carré pour éviter de trop masquer l'écran quand on le regarde. Dans la position de conduite que j'avais le volant qui était trop bas par rapport à l'écran qui est derrière. J'ai longtemps lu des articles concernant les Peugeot et leurs petits volants et les compteurs par-dessus, comme quoi ça pouvait masquer les compteurs. Et ben là, j'avais à peu près le même sentiment. Dans la position de conduite que j'avais la jante du volant qui était un peu trop basse par rapport au compteur qui était derrière. Bon, ça restait lisible, mais je voyais pas tout l'écran non plus. Finalement, si l'écran avait été plus petit, d'un format 10,25 pouces comme ce qui se fait sur la Clio par exemple, ça aurait peut-être été mieux. Enfin, un mot concernant la qualité du mobilier intérieur. Franchement, c'est très très bien. On n'est pas sur quelque chose de luxueux, mais on sent qu'on met beaucoup d'argent dans sa voiture, peut-être même trop, mais on n'a pas un mobilier qui est indigent, que ce soit à regarder ou à toucher. Ce qui est loin d'être le cas d'une Volkswagen ID.3 par exemple. Je pense que j'ai été assez critique à son égard et j'ai pas été le seul. Et la pièce centrale de ce mobilier, c'est bien sûr les écrans multimédia. Donc l'écran 12,3 pouces qui fait office de compteur, je vous en ai parlé, qui est vraiment pas trop mal, qui est peut-être pas aussi beau ou qui comporte pas autant d'informations que certains écrans de la concurrence, mais franchement, moi ça m'allait très bien, il y avait suffisamment d'informations et les graphismes étaient vraiment très jolis. Mais la pièce maîtresse de cet intérieur, c'est l'écran central Android Automotive qui fait lui aussi 12 pouces, mais dans un format portrait. Et vraiment, après avoir passé du temps au volant de la voiture, je ne peux être que dithyrambique concernant ce système. J'étais un peu dubitatif concernant le fait que Renault aille dans les bras de Google pour son logiciel, parce que le logiciel est une partie importante de la valeur d'une voiture. Faire confiance à un prestataire extérieur, ça veut dire que c'est le prestataire extérieur qui capte une partie de la valeur. Finalement, Renault a peut-être fait le bon choix parce que c'est pas une marque qui fait beaucoup de volume au niveau mondial. Je pense aussi à Polestar. Pareil, c'est une marque qui est très connue, qui fait de très bons véhicules, mais qui fait pas des volumes considérables contrairement à du General Motors ou à du Toyota. Et c'est peut-être pas mal que ces marques à faible volume fassent confiance à Google et à Android Automotive pour leur écran central d'infodivertissement. Alors je ferme la parenthèse souveraineté numérique et je continue pour vous dire que l'ergonomie de cet écran et la réactivité sont vraiment au top. Tout est simple. On a des raccourcis en haut de l'écran pour savoir si on veut de la navigation, si on veut de la musique, si on veut se connecter à son téléphone ou si on veut consulter les réglages de sa voiture. On a des raccourcis en bas de l'écran pour des fonctions plus liées à la climatisation et au chauffage. On a même des touches physiques en dessous de l'écran pour gérer tout ce qui est climatisation et chauffage. Donc ça c'est bien, contrairement à d'autres voitures, je pense chez Stellantis ou chez Volkswagen, où tout ce qui concerne la clim passe par l'écran. Là, c'est pas le cas. Vraiment un très bon point pour l'ergonomie. Et vraiment, que vous utilisiez les applications natives Android Automotive ou que vous utilisiez CarPlay en grand format sur cet écran, vous ne serez vraiment pas déçu de la réactivité du logiciel. Alors, j'ai pas essayé de Tesla, mais dans cette voiture, je ne me sens pas en manque de quoi que ce soit concernant la qualité du logiciel. Alors peut-être que je dirai autre chose une fois que j'aurai essayé une Tesla, mais vraiment un gros point fort de cette voiture. Un mot concernant la qualité audio de la musique dans la voiture. Pas mal de constructeurs de voitures électriques, je pense à la Volkswagen ID.3, ont fait des économies de bout de chandelle sur le nombre et la qualité des haut-parleurs des voitures pour pouvoir gratter quelques centimes et quelques euros par-ci par-là
et pas faire exploser le prix de la voiture. Et Renault a fait pareil. Sur les versions d'entrée de gamme équilibre, vous avez seulement 4 haut-parleurs. Sur la version Techno et Evolution ER, vous en avez 6. C'est pas des haut-parleurs qui sont dingues. Alors le traitement des sources audio est très propre. Le système fait de son mieux pour avoir la musique la mieux possible via ces haut-parleurs. Mais je me rends compte que si les haut-parleurs étaient de meilleure qualité, on aurait quelque chose de beaucoup plus homogène au niveau de la qualité de la musique. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser des milliers d'euros supplémentaires pour avoir la hi-fi Harman Kardon de l'Iconic? Franchement, je suis pas sûr. Et contrairement au reste de la gamme, Renault ne propose pas d'installation de kit focal en accessoire. Je suis très content du kit focal que j'ai mis sur la Twingo. Il était pas très cher. Il n'y a pas de caisson de basse ou quoi que ce soit, mais la qualité pour seulement 4 haut-parleurs est absolument dingue. Alors un reproche qui a été fait à la Mégane, c'est que c'est une voiture qui est très petite. Vu le tarif annoncé, on aurait bien aimé avoir un véhicule un peu plus grand. Je suis assez d'accord en partie avec ce point. Mais niveau habitabilité, on a quand même quelque chose de tout à fait correct. J'aurais aimé plus, clairement, vu le prix de la voiture, j'aurais aimé avoir une voiture un peu plus spacieuse, notamment en place arrière. Mais ça va, avec la position de conduite que j'ai adoptée, j'arrive à passer derrière ma position de conduite. C'est juste, mais ça passe, sachant que je fais 1m83 et j'ai des grandes jambes. Selon la position de conduite que j'adopte, j'arrive à passer derrière moi. Si vous reculez le siège à fond et que vous le baissez, franchement, la place derrière le conducteur est condamnée. Vous ne pourrez pas spécialement mettre les pieds sous les sièges avant en fonction de la position de conduite de la personne qui est devant vous. Donc ça, pareil, niveau confort, c'est pas top. Donc une habitabilité arrière correcte sans plus. Et au niveau du coffre, c'est quand même bien mieux. Vu que la voiture est une traction avec tous les éléments techniques sous le capot avant, il n'y a rien qui encombre le train arrière. Donc on a un coffre qui est quand même assez profond. On peut caser quand même des grosses valises dedans. Et on n'aura pas de peine à partir avec suffisamment de bagages pour 4 personnes pour un gros week-end ou une petite semaine de vacances. Finalement, quand on compare à des véhicules comme la Kia EV6 ou la Ioniq 5 de chez Hyundai, je suis pas sûr qu'on ait un coffre beaucoup plus petit, puisque les Coréennes étant des propulsions, et on a très peu de hauteur de coffre, quoi. On peut pas mettre une valise l'une sur l'autre sous le cache-bagages. Le coffre de la Mégane, il a 2 défauts quand même. Le seuil de chargement est beaucoup trop élevé. Renault a fait ça pour économiser un petit peu d'argent et de poids sur le haillon. Avoir un haillon plus petit, ça permet d'avoir un haillon plus léger, des vérins plus petits, etc., etc. Mais niveau pratique, c'est vraiment une catastrophe. Ils nous ont fait la même sur la dernière Clio et sur le dernier Capture. C'est vraiment pas terrible au quotidien. Et aussi, les sièges rabattables forment une grosse marche, contrairement à la Twingo où on a des sièges qui se rabattent dans le prolongement du plancher de coffre. Et on n'a pas de disponible, même en option, un système de plancher ajustable pour pouvoir mettre tout ça de niveau entre le seuil de chargement et la marche que forment les sièges rabattus. Alors parlons maintenant du gros morceau concernant cette Mégane qui est la conduite et les sensations au volant. Et là, franchement, c'est une très très bonne surprise. On a vraiment quelque chose d'excellent, il n'y a pas d'autre mot. C'est très confortable tout en étant suffisamment dynamique. C'est du très haut niveau. Là, on reconnaît la qualité des voitures françaises en ce qui concerne la conduite. Et même avec les immenses roues de 20 pouces, le confort proposé est vraiment très bon. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec les roues de 18 pouces de la version Evolution ER. Le châssis de la voiture est très français. Si vous êtes habitué aux voitures allemandes, ça va vous faire bizarre, parce que vous aurez l'impression que la voiture a du roulis et que les sièges sont mous, mais les voitures françaises sont comme ça. Même chez Stellantis, c'est pas très différent. Franchement, si vous roulez même très vite dans les petites routes avec plein de virages, vous vous rendrez compte que ça tient vachement bien le pavé et qu'il n'y a pas tant de roulis que ça, quoi. Le tout apporte un confort vraiment très appréciable dans une conduite plus tranquille. La voiture propose différents modes de conduite. Je sais pas si je les aurai sur la version Evolution ER. Je pense que je les aurai, mais j'aurai pas le bouton multisense sur le volant. Moi, j'ai préféré le mode confort, qui je pense sied très bien à la voiture. C'est un mode qui vous permet d'avoir toute la puissance de la voiture sans être trop brusque, qui permet de tenir des consommations tout à fait excellentes si vous faites un long parcours. En plus, vous avez un mode sport, vraiment très nerveux, et qui donc va consommer pas mal. Et vous avez un mode éco qui est très similaire au mode confort, mais vous avez une puissance qui est hybridée à 60 kW, c'est environ 80 chevaux, donc soit la puissance de ma Twingo, et une vitesse maximum limitée à 100 km/h. C'est utilisable, mais il n'y a pas spécialement de plus-value par rapport au mode confort. Si on utilise bien le mode confort, je suis pas sûr qu'on soit plus économe avec le mode éco. Vous avez aussi un mode personnalisé qui vous permet de mettre par exemple le moteur en mode éco et la direction en mode sport très très ferme. À vous de voir. Je pense que le mode perso peut être pas mal
pour avoir la voiture en mode sport, au niveau du volant notamment, et de la direction, mais le moteur en mode normal pour maîtriser ses consommations. Enfin, un mot concernant le bruit dans la voiture. Effectivement, la voiture est très très bien insonorisée. Et dans les conditions dans lesquelles j'ai roulé, donc en ville, sur route et même sur autoroute à 130, j'ai trouvé que les bruits étaient vraiment super bien calfeutrés. J'ai même pas noté une présence trop intrusive des bruits d'air, notamment au niveau des rétroviseurs. Alors peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent le jour où j'ai roulé. Je pense que ce sera une voiture qui sera très agréable à conduire sur longue distance. Un dernier mot concernant la conduite vraiment de cette voiture, c'est la puissance de régénération qui est limitée à 60 kW. Je trouve ça pas spécialement terrible, mais c'est aussi lié à la capacité de recharge de la voiture et ça, on va y venir tout de suite en ce qui concerne tout ce qui est autonomie, recharge et la partie vraiment électrique de la voiture. Parlons peu, parlons bien. Au niveau autonomie, si on est à 90 km/h en maximum sur la version techno que j'ai essayé, donc sans la pompe à chaleur, dans une très belle journée, vous pouvez espérer 430 km d'autonomie de 0 à 100%. Sur autoroute, à 130 km/h, pareil dans une belle journée, vous pouvez tabler sur 270 km grand maximum, plutôt 250 pour être sûr. Si on veut faire un long trajet avec des étapes entre 10-20% et 80% de batterie, il faut tabler sur des portions de trajet d'environ 200 km, si on veut rouler à 130. Et si vous roulez sur les petites routes en mode sport à 80-90 km/h, voire 110 lorsque vous avez une-deux fois de voie, vous dépasserez pas les 400 km d'autonomie, hein, vous serez autour de 350-370. Pourquoi ? Parce qu'en mode sport, vous allez exploiter 100% de la puissance du moteur à l'accélération, mais seulement 60 kW à la décélération. Si vous roulez sportivement, vous allez avoir une grosse partie de la décélération qui va passer dans les freins à friction et donc là où vous perdrez l'énergie. Là où sur un mode confort ou éco, la puissance du moteur va être bridée ou délivrée de manière plus linéaire et donc vous serez plus équilibré entre la puissance à l'accélération et la puissance de régénération à la décélération. Parce que le but pour consommer le moins possible dans une voiture électrique, c'est de pouvoir accélérer au maximum de la puissance que la voiture peut décélérer. Donc si votre voiture est capable de décélérer à 100 kW sur la régénération, le but c'est de pouvoir accélérer à 100 kW maximum. Et si vous faites ça, virtuellement, vous n'utilisez jamais les freins et donc vous ne perdez jamais d'énergie dans les freins. Et c'est avec ce type de conduite que vous allez atteindre les consommations les plus basses et les autonomies les plus élevées. Je pense que le problème de la Mégane est là, en tout cas la version que j'ai essayée, c'est que vu que la puissance de décélération est relativement faible, si on veut avoir de très bonnes autonomies et de très bonnes consommations, ce que la voiture sait faire, on est obligé de se limiter au niveau de la puissance d'accélération. Avoir une voiture de 200 chevaux ne sert strictement à rien, parce que si vous voulez utiliser 100% des 200 chevaux, vous allez avoir des consommations beaucoup trop élevées et vous ne pourrez pas décélérer aussi fort que ce que vous accélérez. Donc pour moi, pas beaucoup d'intérêt. De ce point de vue, la Tesla reste à mon avis bien supérieure, puisque vous avez une voiture qui est beaucoup plus puissante et qui va régénérer pareil à des puissances beaucoup plus importantes et c'est ça qui permet bien sûr d'avoir des consommations très très faibles malgré la puissance importante de la voiture. Et ce qui limite pour moi la puissance de décélération, c'est l'absence de pompe à chaleur. Quand j'ai visité l'usine de la Mégane électrique à Douai dans le nord de la France, le directeur de l'atelier batterie nous a clairement dit qu'il y avait 4 modèles de batterie, 2 40 kWh et 260 kWh, et une variation en fonction de si la voiture était équipée de la pompe à chaleur ou pas. Alors ce que ça veut dire en creux pour moi, en tout cas ce que je comprends, c'est que si vous n'avez pas la pompe à chaleur, vous n'avez pas de refroidissement liquide de la batterie. Ou en tout cas pas quelque chose de suffisamment efficace et de plus efficace que le refroidissement à air de la Zoé par exemple. Ça veut dire que la voiture ne pourra pas encaisser une charge sur la durée bien supérieure à 1 coulomb. Pour faire simple, vraiment pour faire simple, 1 coulomb, c'est quoi ? C'est si vous avez une voiture qui a 60 kWh de batterie embarquée, si vous chargez à 1 coulomb, ça veut dire que vous chargez à 60 kW de moyenne. Et une Zoé de 50 kWh de batterie pourra charger en courant CCS à 50 kWh maximum et en moyenne à un petit peu moins, donc autour de 1 coulomb. Et la Mégane électrique 60 kWh sans la pompe à chaleur, c'est pareil. Vous allez avoir une puissance de régénération à la décélération limité à 60 kW, donc 1 coulomb. Et si vous chargez votre voiture sur une borne en courant continu de type Ionity, ce que j'ai fait pour tester,
et ben vous allez avoir une puissance de charge moyenne autour de 60 kW, tout pareil. Alors parlons de la charge en courant continu de la voiture. Je me suis arrêté sur un chargeur Ionity. J'ai fait une charge de 30 à 80%. Donc j'ai été très déçu de la courbe de charge, que j'ai pas du tout atteint les 130 kW annoncés sur la brochure commerciale. Et j'ai mis 33 minutes pour faire 30% à 80%. Ce qui est loin d'être une performance exceptionnelle. Ça veut dire qu'on charge à 60 kW en moyenne. Et je suis persuadé que si vous prenez l'option pompe à chaleur, avec le refroidissement liquide de la batterie, vous aurez de bien meilleures performances en recharge en courant continu. D'une part parce que la batterie a le refroidissement liquide régulé par la pompe à chaleur, et d'autre part puisque vous pourrez préconditionner la batterie si vous intégrez votre point de charge en courant continu dans le planificateur de la voiture. J'ai pas testé le planificateur sur les 24 heures où j'ai eu la voiture. J'ai lu dans les documentations de Renault que la voiture peut préconditionner sa batterie si vous mettez un chargeur Ionity par exemple en étape sur votre trajet. Ça c'est ce que j'essaierai une fois que j'aurai la voiture qui me sera livrée, et j'espère quand même qu'on aura une puissance de charge nettement supérieure dans ces conditions. Et ce sera intéressant de voir aussi si la puissance de décélération sera supérieure sur une voiture équipée de la pompe à chaleur. Si tant est que la batterie est régulée à une température idéale en permanence par la pompe à chaleur, ce serait compréhensible que Renault augmente la puissance de décélération à des valeurs peut-être autour de 100 kW, voire même plus. Et là, ce serait beaucoup plus intéressant d'un point de vue autonomie aussi et consommation. Il y a quelque chose d'intéressant concernant la voiture que j'ai essayée, donc la finition techno, les options et tout ça, c'est qu'elle est exactement au même prix catalogue que la version Evolution ER que j'ai commandée. Et les différences entre les deux, c'est quoi? C'est que vous en avez une qui a plus d'équipement, entre guillemets, de valorisation esthétique de la voiture et d'aide à la conduite, alors que ma version Evolution ER sera un peu plus simple au niveau esthétique. Elle n'aura pas 100% des aides à la conduite, mais elle aura le chargeur embarqué triphasé à 22 kW et la pompe à chaleur. Et je pense que les performances en termes d'autonomie et recharge seront beaucoup plus intéressantes sur ma version Evolution ER que sur la version techno que j'ai essayée. Tout ça pour le même prix, rappelons-le. Parce que sur la version techno que j'ai essayée, vous mettez 45 950 € prix catalogue, donc sans remise, sans bonus, dans la voiture, et vous ne chargez que à 7 kW en courant alternatif, et vous avez une puissance de charge en courant continu qui est guère plus performante que ce qui existe sur la Zoé depuis 2013. Donc vraiment j'insiste, quelle que soit la voiture électrique que vous achetez, que ce soit une Mégane ou que ce soit une coréenne ou une ID3 ou que sais-je, prenez les puissances de charge les plus rapides possibles qui vont avec votre voiture, parce que c'est ce qui fait vraiment toute la qualité d'une voiture électrique. Alors quelques commentaires supplémentaires concernant la voiture, concernant quelques petits détails par-ci par-là. Tout d'abord le rétroviseur caméra. Alors ça a été dit dans d'autres vidéos d'autres journalistes, je pense. Mais c'est clairement quelque chose qui, à mon avis, a été pensé après coup, quand ils ont vu que la rétrovision, par défaut, est à ses limites. Ça fonctionne bien, mais bon, c'est quand même un équipement qui est assez gros et je pense qu'il rajoute un peu de poids. C'est un peu dommage. Et ce qui est vraiment encore plus dommage, c'est que la caméra du rétroviseur caméra est placée à l'intérieur de la voiture, dans une petite bosse, une petite verrue au niveau du haillon, au-dessus de la vitre. Et donc si vous n'utilisez pas le rétroviseur caméra, vous avez une rétrovision vers l'arrière qui est encore pire à cause de cette verrue que dans une Mégane qui n'en est pas équipée. Est-ce que ça vaut le coup comme option? Je sais pas. Vu que c'est dans un pack, c'est là, on prend, mais faut pas prendre le pack d'options juste pour ça. Et je pense que la rétrovision sur une version qui n'est pas équipée de cette caméra, vu qu'il n'y a pas la verrue derrière, ce sera correct. Et je dis pas que ce sera génial, je pense que ce sera pas spécialement pire que ce que j'ai pu voir dans une Clio 4 par exemple. Un mot concernant aussi la trappe de recharge qui est placée à l'avant de la voiture du côté droit. Ça va être pas mal si vous voulez utiliser les superchargeurs Tesla, puisque les câbles sont très courts et avoir la trappe de charge à l'avant droit, ça sera quasiment aussi pratique que la trappe de charge à l'arrière gauche sur les Tesla. Pour les bornes Ionity, en marche avant, ce sera un petit peu plus sportif, qu'il faudra plutôt se garer en marche arrière sur les places Ionity, puisque le câble est plus long, donc que vous chargiez
à l'arrière droit ou à l'avant droit, ça va pas changer grand chose. Enfin, un dernier mot concernant les batteries qui sont d'une chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Et donc c'est une chimie qui est assez connue dans le monde des voitures électriques, qui a pour avantage d'être très très bonne au niveau densité énergétique. Donc on peut mettre beaucoup de kilowattheures de stockage d'électricité dans un volume et un poids assez restreint. Mais l'inconvénient de cette chimie, c'est qu'elle est très sensible au cycle de charge. Renault recommande, dans un usage quotidien, de ne pas dépasser les 80% de charge de batterie. Et le logiciel, normalement, de ce que j'ai vu, permet de limiter la charge à 80% pour une recharge quotidienne. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Sachant que l'autre chimie de batterie qui est de plus en plus utilisée sur les véhicules entre guillemets entrée de gamme, c'est la chimie qu'on dit LFP, lithium fer phosphate, qui est beaucoup moins dense au niveau énergétique, donc ça va faire des batteries qui sont plus encombrantes et plus lourdes, mais qui encaissent bien mieux les cycles de charge. Donc ce seront des batteries qui vont pouvoir être chargées à 100% en permanence sans trop de problèmes et qui vont pouvoir encaisser beaucoup de cycles de charge, bien plus que les NMC, avant de perdre en capacité de batterie. C'est comme tout dans la vie et l'industrie, c'est des compromis. Et je pense que le compromis de Renault est pas trop mal vu que la voiture est quand même assez compacte. Donc c'est quand même important d'avoir une batterie qui prenne pas trop de place. Donc la chimie NMC est adaptée pour ça. Donc voilà tout ce que je pouvais dire concernant cette prise en main de la voiture sur 24 heures. Donc j'ai essayé vraiment de faire le plus possible en un minimum de temps, de rouler sur route, sur autoroute, tester tous les modes de conduite. J'ai même voulu à tout prix faire une recharge en courant continu sur une borne Unity pour voir ce que ça donnait. Ça a donné un constat très intéressant concernant l'absence de pompe à chaleur de la voiture. Forcément, je peux pas être exhaustif. Je pense que j'aurai beaucoup plus de choses à vous dire une fois que j'aurai reçu ma voiture. Bien sûr, restez dans le coin une fois qu'elle sera livrée. En tout cas, je vous remercie encore pour les questions que vous m'avez posées, pour tous vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.